Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. C'est dimanche, malgré le deuil qui m'accable, mais nous sommes là, fidèles au poste, pour être avec vous pour la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gabriel Mukia, qui est président du mouvement des démocrates congolais, donc membre de l'opposition politique, et il a bien spécifié qu'il est vraiment contre le dialogue qui tend à venir dans les jours prochains. Alors, Gabriel Mukia, très heureuse de vous recevoir. Merci et mes condoléances. Merci beaucoup. Gabriel Mukia, vous de l'opposition, d'ailleurs, vous l'avez si bien dit que vous êtes contre le dialogue, mais nous allons y entrer en profondeur. D'ailleurs, beaucoup de followers qui me suivent dans les réseaux sociaux vous attendent aujourd'hui parce que j'ai dit que je recevais Gabriel Mukia. Plusieurs questions, en tout cas, m'ont été demandées pour que je vous le pose. Une première, c'est d'abord votre projet de société. Vous qui êtes, je crois que vous allez postuler encore pour la présidence de la République cette fois-ci. Quel est le projet de société du mouvement des démocrates congolais? Qu'est-ce que vous allez proposer au peuple congolais? Mais le peuple congolais, nous allons proposer des choses que les autres COI ont proposées, mais qui n'ont jamais réalisées. Comme quoi, par exemple? Comme l'unité nationale que Mobutu conservait. Et aujourd'hui, l'unité nationale est à péril. Explicitez comment l'unité nationale est à péril? Oui, parce que je n'imagine pas, madame, que nous sommes dans un Congo réellement gouverné. Nous sommes dans un Congo où nous sommes dominés par des pays voisins. Alors, dans notre projet de société, si nous sommes au pouvoir, aucun pays voisin viendra entrer ici avec ses enfants, avec des armes à la main. Et nos frontières héritées de la colonisation, nous allons remettre les bornes là où on les avait déplacées. Même les maisons, les immeubles qui abriteraient les activités de l'OFIDA, qui est, nos policiers sont partis détruire au bénéfice des peuples rwandais, sous le dictat du Rwanda. Ce qui s'est passé à la frontière rwando-congolaise. La frontière, la zone neutre. Maintenant, le Rwanda est en train de construire sur la zone neutre. Maintenant, on vient casser notre frontière. Et on est en train maintenant à l'intérieur, c'est à l'intérieur de la RDC qu'on va maintenant mettre la zone neutre. Dans notre projet de société, aucun pays, je dis aucun pays viendra faire des aventures ici chez nous. Ça, c'est le premier élément. Si nous récupérons l'unité nationale, comme avait prôné le maréchal Mobutu, nous allons entrer maintenant à l'économie. L'économie, c'est pour redresser le social. Voilà. La sécurité, l'économie et le social. Les trois vont de pair. S'il y a la paix dans notre pays, et nos frontières sont hermétiquement fermées contre des bandits armés qui viennent piller chez nous, ça va redresser le social de la population parce qu'à ce moment, on va disposer d'un grand budget. Puisque la RDC, qui en son temps produisait 482 000 tonnes de cuivre, mais parvenait quand même à faire de grandes réalisations, bien qu'une partie était financée par la Banque mondiale, dont on critiquait le maréchal Mobutu. Or, l'Afrique, qui générait des intérêts, c'est ça qui avait fait Inga. Mais l'argent de Inga n'entre pas dans les caisses de l'État. On ne sait pas qui touche cet argent pour les courants vendus auprès des pays limitrophes. Voilà, pour nous, tout l'argent de la société congolaise va demeurer dans les caisses de l'État. Voilà ce qui est considéré dans notre projet de société. Et nous allons redresser l'agriculture, qui est priorité de plus. Moi, je suis le produit de l'agriculture. Depuis 2007, non, depuis 97. Mais il y a quand même Yébukanga Lonzo, Gabriel Mukia, l'agriculture aussi. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Les priorités. Moi, je parle de MDECO. Bukanga Lonzo, là, je ne connais pas. Ça, ce sont des histoires de l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, c'est vente, c'est pour eux. Ça, c'est rien du tout. Comme les cinquantenaires, je crois. L'hôpital, les gens ils disent que c'est pour nous. Donc, le gouvernement vient inaugurer des histoires qui ne lui appartiennent pas. Alors, je vais redresser l'agriculture sur toute l'étendue de la République. Vous savez, hier, il y avait la province de l'Équateur, la province orientale, et le nord et le sud Kivu, la province du Bas-Congo et la province de Kasaï orientale, vers Sankourou, tout ça, les Batétés là. Et nos exportations s'étaient basées sur ces 3 ou 4, 5 provinces de la République. Et voilà comment la RDC faisait, les Zaïre à l'époque faisaient la pluie et le beau temps. On ne manquait pas de devises à la Banque centrale.
Mobutu ne fabriquait pas les devises, les dollars ici comme aujourd'hui. Vous citez beaucoup Mobutu et pourtant Mobutu est dit par certains comme le fossoyeur de la République. Il a détruit ce pays selon une certaine opinion. Il nous a laissé un mauvais héritage. Mobutu a volé tel que ce qui se passe aujourd'hui. Laurent Désiré Kabila, quand il est entré, il a saisi dans les comptes de Mobutu à Suisse que 8 millions de francs suisses, à peu près 9 millions de dollars. C'est tout. On a demandé, venez récupérer l'argent. Maintenant, Laurent Désiré Kabila s'est gêné. On a dit, faites des procès. Ils n'ont pas vu l'argent que Mobutu avait volé. Et cet argent, il a dit qu'on va donner aux affaires de Mobutu. Parce que Laurent Désiré, ça ne l'intéresse pas. Mais tout ce qu'ils disaient quand ils avaient pris Goma, ça ne se voit pas. Mais Mobutu a laissé des espaces verts dans notre pays. Il a laissé les maisons de la Banque centrale. Il a laissé les maisons de la présidence de la République. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un petit terrain, on va construire. Vous voyez ceci, un terrain de football, on construit. Donc, ceux qui sont venus après Mobutu, ils sont venus vendre et piller les biens de l'État. Nous allons continuer. Voilà, je termine ici les projets de société. Et la Banque centrale du Congo ne va pas marquer des devises. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons que c'est pas des planches à billets, planches à billets, planches à billets. Ce sont les planches à billets qu'il faut construire toutes les maisons que vous voyez ici avec l'argent de la Gécamine. Mobutu n'avait pas morcelé la Gécamine. Et c'est la Zambie qui attire profit. Nos minéraux entrent en Zambie pour aller sortir à l'Afrique du Sud et pour se faire distribuer partout dans le monde. La Zambie maintenant devient une grande puissance économique à cause des matières premières. Mais moi, c'est pas seulement la Zambie. Hein, en fait. Je vais mettre fin à, ce n'est qu'un exemple. Hein, je vais mettre fin à ça dans notre projet de société. Nous allons construire les grands boulevards. Pas comme ceux qu'ils ont annoncé de Lubumbashi, Kasaï occidental, Kinshasa, Bas-Congo, pour l'exploitation. Qui relie tout pour l'exploitation. À un laps de temps, on va le faire. Voilà un projet de société simple, mais nous allons mettre les gens dans l'agriculture. Vous n'allez pas manquer. L'agriculture, ne me dites pas seulement le café, le caoutchouc. Non, non, non. On va faire le tout. Voilà un grand projet de société auquel les haricots que vous achetez à 10 $, vous allez commencer à l'acheter à 4 $. Voilà les projets qui vont sauver notre pays. Contrairement à aujourd'hui, on importe tout. Nous ouvrons donc cette rétrospective, mesdames et messieurs, par la réaction du Front populaire sur le meeting qu'il prévoit organiser et la déclaration de l'opposition par rapport au dialogue qui pointe à l'horizon. Notre meeting devait se baser essentiellement sur l'opportunité de la tenue du dialogue comme soutient le président Tshisekedi, c'est-à-dire sous la médiation internationale. Nous avons reçu la réponse du gouverneur. Le gouverneur nous a écrit, par le biais de son ministre de l'Intérieur bien sûr, pour dire qu'il nous invite le mardi 8 septembre à 14 h avec une délégation bien sûr du Front populaire pour que nous puissions parler de notre meeting. En tant qu'une opposition responsable, nous avons dit nous serons à ce rendez-vous, raison pour laquelle nous avons répondu au gouverneur. Mais toutefois, nous avons informé le gouverneur que nous tenons à organiser notre meeting le samedi 12 septembre à 11 h au terrain Méfé. Quand les envoyés spéciaux disent clairement qu'il faut qu'il y ait un accord entre les politiques, pas quelle magie, pas quelle alchimie, nous allons trouver cet accord si ce n'est pas au dialogue. Et la CENI est incapable, face à tout ce qu'elle-même avait évoqué comme contrainte, à ce que nous puissions organiser ces élections sans qu'il y ait un dialogue politique. Et ce dialogue, comme veut le président Tshisekedi, il a totalement raison. Raison pour laquelle nous disons que cet homme est un visionnaire. Nous commençons maintenant à comprendre ce qu'hier ils ont dit non. Bientôt, nous ne sommes pas loin. Ils vont encore revenir à la raison pour dire oui, avec la déclaration
des envoyés spéciaux qui réclament à ce qu'il y ait un accord. Et on ne peut jamais trouver un accord sans qu'il y ait un dialogue politique. Le PT déplore le fait que depuis l'annonce de la tenue éventuelle d'un dialogue politique, l'opinion nationale est de plus en plus divisée entre les pros et les anti-dialogues. L'opposition congolaise l'est davantage. Il y a d'un côté les opposants anti-dialogue, les pro-dialogues impliquant la communauté internationale et les pro-dialogues des Congolais sans interférence extérieure. Le PT déplore les conséquences de cette division qui contribue à l'affaiblissement de la nation congolaise avec en toile de fond les violences qui ont émaillé la marche organisée à Bruxelles par la diaspora. Le PT constate que plus le temps passe, plus la division s'accentue et cette situation joue contre l'opposition dans son ensemble. Pour cette raison, nous demandons au chef de l'État de mettre fin au suspense qui joue contre notre famille politique. Le chef de l'État ferait mieux de nous fixer s'il y aura dialogue ou pas pour permettre à l'opposition de se réorganiser en fonction des enjeux en présence. Soit il n'y a pas dialogue pour que nous nous focalisions sur autre chose. Soit il y aura dialogue et notre famille politique s'organise en conséquence. Le PT constate aussi que les deux camps de l'opposition, anti et pro-dialogue, ont atteint chacun le point de non-retour. Gabriel Monka, vous avez suivi vos collègues politiciens, si je peux me permettre l'expression. Steve Mbika, lui, a dit carrément que cette division entre les anti-dialogues et les pro-dialogues est en train de fragiliser l'opposition. Et selon vous, qui en sort gagnant dans cette division de l'opposition aujourd'hui? On est en train de vous diviser, vous ne vous rendez même pas compte qu'on est en train de miner l'opposition et vous sortez perdant presque de cette situation. On ne divise pas. Qui va diviser l'opposition? Il n'y a pas les anti et les pros et tout ça, non? Mais vous êtes déjà anti-dialogue, vous l'avez si bien dit, vous Moi, êtes anti-dialogue. Moi, je suis dans la vraie opposition. Et tous ce sont des gens de pouvoir à place. Est-ce que vous avez des preuves? C'est quand même très fort ce que vous dites. Ils sont de l'opposition, Steve Mbika est du PT de l'opposition. Ça, c'était des anciens amis de l'opposition. Ils sont maintenant dans la majorité présidentielle. Puisque nulle part, quand vous parcourez la Constitution, vous n'allez pas trouver là où on dit que la Constitution demande qu'avant les élections, il faut un dialogue. Dans quel article de la Constitution? Comme ça, à ce moment, moi aussi, je vais rentrer là-bas pour dire, bon, je veux le dialogue. N'est-ce pas? La Constitution nous ramène dans son article 220. On vous confie un mandat, vous faites ton mandat une fois et renouvelable une fois. Vous vous arrêtez là, vous partez, vous pliez bagage. Que vous travaillez bien ou pas, vous ne pouvez plus y revenir pour faire vous allez dialoguer avec qui? Mais et tous ils sont en train d'accompagner le pouvoir à place dans sa distraction contre le peuple congolais. Voilà. J'avais beaucoup d'estime certains amis de l'opposition, des anciens opposants. Maintenant qu'ils ont montré de quoi ils sont capables. Ils sont toujours derrière les pouvoirs à place. Toujours. Mais le dialogue, selon certains, Gabriel Mokia, c'est une vertu africaine. Pourquoi ne pas dialoguer? Il y a des problèmes, il y a des couacs déjà, pardon, nous allons le voir, la CENI est bloquée, on ne sait pas où on va. Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table et dialoguer, aplanir les divergences? La CENI est bloquée, ça se fait sciemment. Il y a certaines personnes qui ont des milliards plus que les Congo. Le Congo n'a rien. Je vous ai suivi, j'ai suivi ici mon jeune frère Jacques-Claude Vemba qui est député.
il dit qu'à chaque exercice de budgétaire, on soustrait 250 millions de dollars, on met de côté pour l'organisation des élections pendant 5 ans. Maintenant, ça fait 4 ans, ça fait ils ont au moins 1 milliard de dollars. Avec le budget ici qu'on va préparer, on peut atteindre 1 milliard 200 millions de dollars, n'est-ce pas? Maintenant, ces anciens opposants, ils sont en train d'embrouiller l'opposition au profit. Même Tshisekedi, d'ici vous dites, même Tshisekedi, ils sont en train d'embrouiller. Parce que Tshisekedi est pour Madame, le dialogue. moi je suis véritablement un opposant, je défends, je milite pour notre peuple. Je ne travaille pas dans l'opposition pour des aventures. Moi je suis venu faire l'opposition et demain je vais voir les fruits de l'opposition. C'est-à-dire conquérir le pouvoir, l'exercer en faveur de notre peuple. Je ne vais pas faire des histoires de venir ceci ou cela. Je ne fais rien. Je fais l'opposition telle qu'il est prôné dans mon projet de société. Conquérir le pouvoir avec des amis bien sûr. Mais comme le pouvoir est en train de distraire les opposants qui étaient avec les anciens opposants, qui sont devenus maintenant membres de la majorité, parce que l'article... Est-ce que prenez le dialogue, prenez la paix, c'est être de la majorité présidentielle, peut-être vous évitez la crise. L'article 3 et 4 dit clairement, ceux qui quittent l'opposition pour venir travailler avec le pouvoir, ils deviennent membres de la majorité. Pas forcément, Gabriel. Forcément. Pas forcément. De gré ou de force, c'est une loi. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, Germain Kambing est de la majorité présidentielle. Non, tous sont de la majorité. Tous. Tu sais, moi je n'ai pas l'art de tromper l'opinion publique ou de venir mentir, puisque vous allez me faire, vous ne me ferez rien. Tous ceux qui sont partis sont dans le gouvernement, ce sont nos amis, mais ils sont maintenant de la majorité présidentielle, ils battent de la loi portée statut de l'opposition. Et ils étaient quoi? Des députés. Ce sont les députés qui ont confectionné cette loi. Et vous laissez la loi de côté et vous faites l'application d'autres choses. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui veulent aller au dialogue pour donner des béquilles au président de la République de demeurer au pouvoir, parce qu'à la fin des dialogues, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se distribuer des postes. Après la distribution des postes, ils vont cesser d'être appelés des opposants. Maintenant, ils sont en train d'aller vers la majorité présidentielle. Mais les thèmes du dialogue ne sont pas encore définis. Mais on n'a pas besoin, madame. Vous faites un procès d'intention aux gens? Pourquoi il n'y a pas de procès d'intention? Parce qu'ils se sont déjà prononcés. Pourquoi aller faciliter à M. Kabila de demeurer au pouvoir? Ce dialogue n'est pas forcément pour ça. Mais nous n'avons pas forcément pour permettre au président Kabila de glisser. Nous n'avons pas d'électricité. Nous sommes. Il y a à l'OFIDA pour trouver du travail. Pour un Congolais trouver du travail à l'OFIDA, c'est difficile. Donc, c'est-à-dire que nous allons toujours commencer à gober-uniter les situations en République démocratique du Congo. Donc, après le départ de Lumumba et Mobutu, la RDC doit être gérée comme un pays sous occupation. Mais il faut qu'il y ait déjà comme nous pour pouvoir dédouaner notre pays de l'occupation. Moi, je ne viens pas ici faire des aventures dans la politique. J'ai payé, parmi tous ceux qui racontent et qui veulent suivre Kabila derrière, qui a déjà fait 8 fois la prison avec confiscation de tous ses biens. Je suis le seul. Aucun opposant avait eu des moyens comme moi à l'époque. Et un type comme moi, avec tout ce que j'ai gagné dans ma vie, honnêtement, je peux prendre comment tout prix. Et maintenant, moi, je cherche comment nous devons récupérer le pouvoir pour récupérer nos biens et pour payer les travailleurs congolais, policiers, militaires, à un salaire même de 200 à 300 $ par mois, parce que le Congo regorge tout. Et nous allons être derrière celui qui paye 80 000 francs au Congolais, 70 $. Nous allons être derrière lui pour ce dialogue parce que nous voulons s'accrocher à certains postes de responsabilité. Ça, c'est quel bassin, c'est ça? Dis-moi, quelqu'un qui a pris le pouvoir auprès du dictateur du souverain primaire que nous appelons peuple, on lui a donné un mandat, 5 ans. Montrez-nous de quoi tu es capable dans ton projet de société, comme vous avez fait l'ouverture de avec vos questions ici sur les projets de société. Mais maintenant, moi, je vais là-bas, je n'arrive pas à gérer bien le Congo. Les routes, il n'y en a pas. L'eau, il n'y en a pas. La sécurité pose des problèmes. Mais on retourne la sécurité aux Congolais, tuer les Congolais, arrêter les Congolais, humilier les Congolais. On ne donne pas tellement de postes de responsables. Même si les Congolais dans tel poste, il y a quelqu'un qui est là, son adjoint, mais c'est celui qui commande. Et vous allez derrière eux pour que le Congo demeure comme un pays sous occupation. Je dis non, il n'y a pas des opposants. Nous sommes divisés, nous ne sommes pas divisés. Et ils sont rentrés dans leur mère patrie, c'est-à-dire que dans le pouvoir à place d'où ils sont tirés. Nous sommes restés dans l'opposition, dans la vraie opposition. Mais mon jeune frère Risanga, il dit que Kimbuta lui a refusé quoi? Hein? Il a refusé l'autorisation pour le meeting. Non,
D'après moi, je vais lui dire, dès que je termine l'émission, je vais l'appeler pour lui dire. D'après moi, ce sont des scénarios. Les pouvoirs à place misent aux gens qui ne veulent pas de dialogue comme nous, parce que nous allons faire le meeting le 15 septembre. Le 15 septembre. Ok. Maintenant, ils ont appelé Lissanga. C'est ce que moi je suis imaginer. Toi aussi, tu introduis ton meeting, je ne sais pas quel jour. Il avait dit d'abord le 30. Après, c'est le 12. Le 12 septembre. Introduit, nous allons refuser votre meeting. Comme ils ont écrit, nous avons dit non, comme nous avons refusé au Front Populaire, on vous refuse. Ça, ce sont des scénarios. Et il y a des gens qui touchent de l'argent avec ces genres de scénarios. Je dis à mon frère Kimbuta, vous êtes Mouanakini, hein? Le vrai Mouanakini, je vous connais depuis que vous étiez président de V-Club. Vous connaissez comment nous avons tous lutté pour que le pays soit dédouané de la démocratie. Un pays qui est devenu démocratique, hein? Mais vous ne pouvez pas appliquer la démocratie déguisée, c'est-à-dire que vous êtes toujours dans la routine comme à l'époque des partis États. Non, ce n'est pas possible. Okay. Vous avez critiqué Mobutu sur ça et critiqué aussi Kabila si l'État de rentrer dans la peau de Mobutu d'une manière dictatoriale. Alors là, je ne suis pas d'accord avec Kimbuta. Okay. Cessez de faire ces aventures, autorisez leur meeting, autorisez notre meeting. Donc, d'ailleurs, pas autorisé parce que nous avons écrit à Kimbuta, au gouverneur. Vous les avez informés. On l'a informé, mais nous allons tenir notre meeting. Okay, mais ils veulent maintenant faire des avatars, ça c'est leur problème. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, nous poursuivons donc dans la même lancée des partis politiques. Cette fois-ci, voici la réaction du compromis entre l'UDPS et la majorité présidentielle et la réaction de Martin Nziakwaou sur la médiation. Beaucoup plus l'objet du dialogue. L'homme passe par un jeu de mots pour répondre à cette question apparemment sensible. Est-il vrai qu'un compromis est trouvé au sujet de la médiation internationale? L'optimisme de maître Peter Kazadi, accompagné des faits et gestes, en dit plus. Dès lors que nous avons demandé de dialoguer, nous sommes en train exactement de dialoguer par des contacts préliminaires. À ce stade, les pourparlers sont en train de se tenir. Il y a des contacts et il y a un certain nombre de points où nous sommes tombés d'accord. Au moment opportun, ça sera rendu public par la bouche autorisée du parti. Mais ce que je sache à mon niveau et qu'il y a des contacts, tout est en train d'aller de mieux en mieux. Ces cadres de l'UDPS expliquent l'entendement de son parti s'agissant de la médiation internationale. Selon l'UDPS, c'est ce qui est consigné dans notre feuille de route. Il faut la présence de la communauté internationale pour essayer de jouer le rôle de modérateur. La communauté internationale ne va pas parler à la place des Congolais. Ils sont là pour nous faciliter certains points de divergence. Et cela s'est déjà fait dans ces pays, ce n'est pas la première fois. Et nous voulons cela comme une garantie de bonne exécution. Lorsque nous aurons décidé ensemble que nous puissions mettre effectivement en application les accords qui seront conclus. De sources sûres, les deux parties seraient aussi d'accord sur les formats et les lieux de ces dialogues qui se tiendraient à Kinshasa avec la participation de 150 délégués en raison des 50 de la majorité, 50 de l'opposition et 50 autres de la société civile. Seule la date reste encore l'apanage du chef de l'État, Joseph Kabila. L'accord cadre d'Addis Abeba ne fait nullement allusion à la médiation, encore moins à la facilitation. Je vous demande, je vous exhorte de lire l'accord cadre d'Addis Abeba. Je supplie les téléspectateurs de télécharger l'accord cadre d'Addis Abeba qui est disponible sur le net et vous pourriez vous apercevoir que nulle part on ne parle de la médiation, encore moins de la facilitation. C'est plutôt dans les résolutions 2098, 2147 et 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies que l'on fait allusion à la facilitation, qu'il ne faut pas confondre avec la médiation. Mais si pour des raisons politiques, liées notamment au souci de transparence et pour éviter d'être mené en bateau, l'UDPS exige la médiation, je ne vois pas d'inconvénient. Mais dire que la médiation est une exigence en vertu de l'accord cadre d'Addis Abeba, je pense que c'est une contre-vérité.
Gabriel Mokia, ne mâchons pas les mots. Vous êtes vraiment contre le dialogue, mais vous avez suivi l'UDPS et la majorité présidentielle ont des contacts, ce n'est plus à cacher. Dites-nous, vous qui parlez aussi franchement, est-ce que Tshisekedi aujourd'hui a trahi le peuple congolais? Nous voulons le savoir. Oui, il milite pour la paix. Il ne veut pas que le sang coule en RDC. Je commence là où vous vous êtes arrêté. Il milite pour que le sang ne puisse pas couler. Le sang doit couler pourquoi? La Constitution, il y a l'article 220. C'est que c'était un plan déjà conçu, que si je ne reste pas au pouvoir, je vais tuer les Congolais, comme d'habitude. Moi, ça, tu sais, cela me dépasse, madame. Je n'arrive pas à comprendre. Les intellectuels que nous sommes, est-ce qu'on peut raisonner comme ça? Ça, c'est la bassesse. Tout ça, tout ce qui parle là, je dis seulement, c'est la bassesse. Ça, et puis, si j'utilise un autre mot, c'est l'escroquerie politique. Comment on veut troubler l'ordre établi en Afrique du Sud? C'est bas de négociations de Sun City. Il y a eu la constitution de la transition. Après, cette constitution a été atterrée. Il y a maintenant la constitution du 18 février 2006. Mais alors, si c'est... Mais si le peuple n'en veut plus, on trouve que la Constitution n'est pas la Bible. On peut modifier certains alors, donc, il faut aller aussi aux États-Unis modifier la Constitution parce que ce n'est pas une Bible. On les modifie, aux États-Unis, on les modifie. On modifie mais pas les questions de mandat présidentiel. Ici, vous avez un bénéfice de 5 ans. Là, ils ont bénéfice. Là, ils ont que 4 ans. Est-ce qu'on a déjà modifié? Parce que Obama a dit que si cela a été faisable, moi, je vais atteindre 8 ans, c'est-à-dire 2 mandats, mais je ne peux pas modifier la Constitution. Voilà les chefs d'État honnêtes. Bon, ils veulent modifier la Constitution, ou bien ils veulent le dialogue. Pourquoi? Mais pourquoi vous leur prêtez les intentions? Personne n'a dit, le chef de l'État lui-même n'a jamais dit qu'il va modifier la Constitution. Mais il convoque quand les gens refusent. Pour un 3e mandat, le chef de l'État lui-même ne l'a jamais dit ouvertement. Mais le chef de l'État, il est trop malin, il ne peut pas dire, mais il envoie les gens pour dire. Tout ce qu'ils racontent, vous croyez qu'ils sont dans la famille. Si vous avez des enfants, toute personne qui a dans votre passé, les gens qui ont un tel peut entrer, les autres fois on les injure, c'est que c'est toi-même qui es l'auteur. Pas forcément. Non, oui. Parce que vos enfants ne peuvent pas avoir cette idée de commencer à injurier. Ce ne sont pas les enfants de Kabila, ce sont des collaborateurs de Kabila. Non, mais, il y a nuance. Mais qui est l'autorité morale? Dans votre maison, si les gens se mettent là-bas en train de tirer les armes, c'est toi le responsable. Comment vous allez autoriser aux gens de venir tirer dans votre maison? Parce que vous savez que la police va toujours venir intervenir ou l'armée. C'est vous-même. On envoie d'abord des émissaires, ce sont tous, même les amis, les anciens opposants. Tous, on les envoie pour lancer des cabales et des missiles. S'il n'y a pas de réaction des peuples ou des autres opposants, alors à ce moment-là, Kabila va atterrir par la grande porte. Oh non, c'est le peuple. Quel peuple on doit utiliser? Écoutez, on doit avoir cette culture de respecter les lois de la République. Nous, quand on nous arrête, on dit attendez que c'est 5 mois ou 10 mois de condamnation. Mais nous respectons. On respecte ces attendus qui sont prononcés par les êtres humains. Je reste en prison. Moi, j'ai fait 42 mois en prison. À cause des attendus qui à l'Okuta. Mais je suis resté, j'ai obéi. Ce sont des lois, j'ai obéi. Mais maintenant, l'obéissance est exigée par la Constitution de ne pas chercher à se maintenir au pouvoir, à se craponner au pouvoir. Mais nous respectons les arrestations. Et ils refusent le départ avec un dialogue. Mais quand on m'avait arrêté, pourquoi on n'avait pas amené les gens pour dialoguer? On devait dire, bon, on doit dialoguer. Moi qui a tapé quelqu'un, c'est nous qui l'avons envoyé. Maintenant, dialoguons. Moi, j'allais poser la question, vous l'avez envoyé pour m'injurer, pourquoi? On explique pour trouver une solution. Mais on m'a laissé à tomber ouvert jusqu'à ce que je suis parti atterrir en prison. Mais maintenant, nous sommes dans la période où Kabila est partant, il est sortant. Il n'a même pas à discuter avec lui. Qu'est-ce qu'on va discuter avec un président de la République qui est fatigué? Est-ce que le dialogue ne va tourner qu'autour de ça? Mais autour de quoi? Il y a d'autres sujets, il y a d'autres articles de la Constitution peut-être qu'on peut revoir, comme la double nationalité, on peut revoir. Non, on n'en a pas besoin. Et tous ces gens qui nous gouvernent, moi je ne peux pas parler des problèmes de la nationalité avec eux. Parce que je connais qui est qui. Il faut les laisser à cet état. Quand nous allons prendre le pouvoir, et même ils vont fuir d'eux-mêmes. Des gens qui disposent abusivement de la nationalité congolaise. Ces gens-là, prenez l'exemple de 2 août. 2 août 1998. 98, n'est-ce pas? Tous les Rwandais, tous les étrangers avaient fui. Quand le chef de file de ces Rwandais avait pris fuite, traversé,
Tous ils sont partis. Laurent Désiré Kabila est venu un matin, il a commencé à dire, je croyais que mes frères là, c'était des frères congolais. Pour que maintenant, aujourd'hui, ils se sont montrés qu'ils sont des étrangers, ils ont fui. C'est lui qui était venu avec. Laissez le fruit mûr, ça va tomber devant l'ouragan. De l'histoire. De l'histoire. Donc moi, le problème de nationalité, moi je ne me mêle pas là. Parce que je connais qui est congolais, qui n'est pas congolais. Par rapport à la médiation étrangère, je connais. Gabriel Moukeye, l'UDPS se base, veut qu'il y ait une médiation étrangère pour éviter des frictions, mais notre internationaliste maison, Martin Zakaron, dit que la médiation ne se retrouve pas dans l'accord cadre. On est en train de tromper le peuple, en fait. L'accord cadre ne stipule pas forcément qu'il y ait médiation étrangère pour ces dialogues. L'accord cadre a été signé quand moi j'étais en prison en 2013, hein, je crois. Ouais. 2013. Demander à ce type-là, de 2013 jusqu'à 2015, pourquoi on n'avait pas organisé le dialogue entre les Congolais. Mais pourquoi on a attendu seulement le départ de Kabila pour que lui puisse se dire ça c'est de l'escroquerie. Par rapport à la médiation, vous voulez une médiation étrangère pour... Moi auparavant... Non, en fait, vous ne voulez même pas de dialogue. Non, auparavant j'avais dit ceci. J'aime dire les vérités. J'avais dit, nous, s'il y a le dialogue, on doit avoir le dialogue avec l'Amérique, avec l'ONU, le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, pour poser des questions. Vous êtes des signataires de l'accord cadre. Dans l'accord cadre... D'ailleurs, le Rwanda menace de quitter cet accord cadre de toute façon. Oui, parce que le Rwanda a trouvé bon de continuer à piller comme il est tenté de piller à RDC et à déborder dans ses frontières. Je dis, on peut parler avec eux dans un petit dialogue, un format de quelques semaines pour poser seulement des questions. Vous êtes des signataires de l'accord cadre. Et pourquoi vous venez? Il est strictement interdit qu'un pays signataire puisse venir agresser l'autre. Mais le Rwanda nous agresse du matin au soir avec le Burundi et l'Ouganda. C'est ce que j'avais voulu seulement pour qu'on puisse retirer tous les militaires rwandais qui sont dans notre pays et les militaires ougandais. Comme ça, nous allons nous-mêmes prendre possession de notre territoire national pour organiser des élections crédibles. Ça, c'est un tel dialogue, je peux être partie prenante. Mais pas un dialogue parler pour obtenir des postes, pour que M. Zoé Kabila demeure toujours à son poste. Non, tout ça, je vous dis, il n'y a pas de grands flatteurs comme les Congolais d'aujourd'hui. Les Congolais d'aujourd'hui, même les corbeaux, je ne sais pas, je n'ai pas un autre mot pour les qualifier. Vraiment, les corbeaux et les renards, voilà les Congolais d'aujourd'hui. Ils sont là qu'à la recherche de beefsteak. Après, quand ils meurent, tu laisses cet argent à la portée du vent. Ce n'est pas possible. Le problème est que c'est notre pays. Nous ne contrôlons pas à 100% notre Congo. Celui-là, M. Kabila a commencé depuis 2001. Lui-même, le vieux Tshisekedi, il devait être vice-président de la République. Mais on l'a cassé par le groupe Kabila pour le remplacer par mon grand frère Zahir Ngoma. Ce sont les hommes armés, même, ils se sont attribués des postes de responsabilité jusqu'à aujourd'hui. Quand on vous met, vous, les civils, qui n'avaient pas pris les armes et qui n'avaient pas tué, en tout cas, vous ferez que 6 mois, 7 mois, on vous balance, vous êtes partis. Mais même eux, beaucoup d'entre eux, ils sont partis dans tel gouvernement. Tel gouvernement, est-ce qu'ils sont maintenant des chômeurs comme nous? Alors, c'est pourquoi je termine là en disant, tous ils se trompent. Ils veulent sauver les navires en naufrage, les navires MPP perdait, tout ça, autorité morale. Okay. Pour nous, laisser l'autorité morale qui a lamentablement échoué, partir sur base de l'article 220 de la Constitution. Calmement. On va mettre quelqu'un d'autre, s'il ne fait pas bien, c'est le peuple qui va le faire. Mais quand vous commencez à lui donner des béquilles, l'accord, béquilles, et ceci, béquilles, maintenant lui, il est un homme blessé, n'a plus de limite pour agir. Hein. Maintenant, il va dire, bon, comme je les ai dit, monsieur, je vous donne le poste de Premier ministre et ceci, tout ça, vous prenez. Mais nous sommes dans l'opposition avec la pauvreté. Ne suivez pas les autres là et tout ça. Maintenant, vous prenez le poste, mais lui, il va demeurer. Il reste le même président. Vous glissez maintenant calmement. John Lungila l'a dit, le format de ce dialogue semble se préciser. Il y aura 150 délégués, 50 de la majorité, 50 de l'opposition et 50 de la société civile. Nous poursuivons donc, nous nous rendons à l'Assemblée nationale où le chairman de cette institution a assisté à la 4e conférence des présidents des parlements. Ça s'est tenu aux États-Unis d'Amérique et nous terminons par une activité de la CENI. Pour l'APF, l'état de droit est une valeur universelle qui ne saurait être mise en cause par les spécificités
historique, sociale et culturelle. Elle est consciente que la démocratie ne se décrète pas et ne s'importe pas. Enfin, c'est la place accordée à la femme et aux jeunes en vue de renforcer leur rôle comme vecteur de paix et acteur de développement et de prévenir la violence qui s'exerce à leur encontre, notamment les viols et l'enrôlement des enfants soldats. Monsieur le Président, la présente conférence se tient au lendemain des négociations internationales qui ont permis aux États de s'accorder sur le projet de document final du nouveau programme de développement post-2015 à soumettre au sommet des Nations Unies prévu du 25 au 27 septembre prochain. L'APEP soutient cette démarche. La présente session se tient aussi avant la prochaine grande rencontre à Paris qui permettra à l'humanité de disposer d'un cadre important sur la lutte contre le réchauffement de la Terre. L'APEP soutient et s'implique fortement dans cette démarche. Et l'APEP vous invite aussi à y participer et à soutenir cette démarche car il en va de la survie de l'humanité. Sur ce, je vous remercie. Réunis dans la grande salle de la mairie de la ville cuprifère de Lubumbashi, les différentes personnalités des provinces du Haut-Katanga, Olomami et Lualaba ont assisté à cette cérémonie. Il s'agit du lancement officiel de l'opération d'accréditation des observateurs électoraux long terme. Dans son speech, le vice-président de la CENI a circonscrit le contexte de cette opération qui consiste à observer ce qui est prescrit par la loi et ce que la CENI a promis de réaliser pendant le processus électoral en cours. À en croire André Mpungwe Songo, cette opération va assurer à coup sûr la plus grande transparence du processus électoral. L'observation électorale est donc un moyen efficace pour débarrasser des esprits l'idée des trucages et des falsifications pendant le déroulement des scrutins. Pour assurer la bonne organisation des élections, le vice-président de la CENI a formulé quelques recommandations aux observateurs électoraux long terme présents à cette rencontre. L'observateur est tenu de respecter les lois et règlements de la République, ainsi que les dispositions arrêtées par la Commission électorale nationale indépendante pour la bonne organisation du scrutin. Toute émission, directe ou indirecte, dans le déroulement des opérations électorales lui est strictement interdite. La carte d'accréditation qui lui sera remise tantôt est un signe qui le distinguera de la masse. Il devra la porter de façon visible et l'exhiber à toute réquisition de l'autorité compétente. Parmi les restrictions figure enfin le fait que l'observateur s'abstiendra de battre campagne ni de porter tout signe partisan au risque de se faire retirer l'accréditation. Rappelons que l'accréditation des observateurs électoraux long terme dans l'ex-province du Katanga intervient après celle de la ville-province de Kinshasa et la province du Congo central où globalement 14 304 observateurs ont été accrédités. Pour sanctionner la réunion, les cartes d'accréditation ont été remises aux observateurs électoraux. Gabriel Moukia, la CENI est en train de se déployer maintenant. On a vraiment donc l'impression que les élections auront bel et bien lieu d'ici là. Mais la CENI fait bien son travail. Non, moi ce qui m'étonne et ce qui me fait peur, André Pung avait vécu aux causes bien, il est du PPRD. Le PPRD va organiser les élections, lui il peut proclamer Moukia ou quelqu'un de l'opposition aller place des gens. Mais la CENI est indépendante, Gabriel Moukia. Elle est composée de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile. C'est une institution à part et indépendante. C'est une honte. On ne peut pas tricher comme ça à l'œil nu. Même tous ces opposants-là, même les anciens opposants. Moi je dis, tous nos amis qui étaient avec nous dans l'opposition, je les regarde. On ne peut pas encore les chasser de l'opposition comme ça, nous les observons. Ils ont des têtes, ce sont des universitaires, des jeunes gens qui ont fait de bonnes études. Mais avec quel raisonnement? Comment vous savez qu'on est en train de triquer des choses dans notre pays? Et maintenant on a bloqué l'argent de la RDC.
lui, Pungu, là, il réclame l'argent. Il ne sait pas que cet argent-là... Bon, de toute façon, on a trouvé une autre formule. Hein. Pour moi, nous allons déposer une plainte bientôt auprès du procureur, auprès de la Cour constitutionnelle. Par rapport à quoi? Par rapport au budget réalisé dans notre pays. On prenait une partie d'argent pour garder. Où est cet argent? Et si le Premier ministre... Le Premier ministre a déjà dit, on n'a pas suffisamment d'argent. C'est d'abord pour l'élection des gouverneurs. Ça, c'était l'appel de la Cour constitutionnelle. Maintenant, le procureur doit être saisi pour prendre tous les budgets et regarder cette rubrique et additionner. Maintenant, poser la question, où se trouve cet argent? Si le Premier ministre a utilisé cet argent, c'est la haute trahison. Il doit être poursuivi sur base de l'article 165 de la Constitution. Il doit être arrêté. S'il y a tel ministre impliqué dans le détournement de l'argent des élections, c'est peut-être affecté à autre chose. Hein? C'est l'argent de l'État. C'est affecté peut-être à d'autres priorités, comme construire les routes. Vous voulez aller inscrire, il reste 5 jours pour la rentrée scolaire. Vous avez 1000 $ pour aller inscrire votre enfant. Autre chose, c'est que vous bouffez cet argent et cet enfant ne doit pas étudier, être scolarisé. Est-ce que même maman, vous serez contente de ça? L'argent des élections doit rester de côté. Quelles que soient les... D'abord, quelles les difficultés que nous avons? Il y a peut-être l'effort de guerre, il faut comprendre aussi. Il y a des attaques à l'Est et partout, on déploie l'argent pour garantir l'unité de la nation. Il y a les budgets de la défense nationale. On peut faire seulement l'augmentation des budgets de la défense nationale, mais on ne peut pas faire des improvisations. Tout ce qu'ils ont fait, si vous additionnez la construction de l'immeuble, si c'est quoi, des boulevards de 30 juin. L'immeuble intelligent. La construction des routes, boulevards et limitées jusqu'à l'aéroport. Et quoi encore? L'achat de locomotives à la CNC. Bon. L'achat de l'Airbus A320. L'achat de Airbus. Les routes à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup d'argent. Si vous additionnez ça, ça ne va même pas atteindre 350 millions de $. Si vous additionnez, vous croyez qu'un pays peut fonctionner pendant 12 mois avec 350 millions de $? Ça, c'était des budgets de maréchal Mobutu, mais qui construisaient Inga, qui construisaient Sozakom, des grandes réalisations avec un petit budget. Des éléphants blancs qui ne nous ont pas apporté grand-chose. Non, ça a apporté. Si vous n'êtes pas dans le secret du diable, mais il y a des gens qui profitent avec les constructions de maréchal Mobutu, mais vous, avec nous, toujours il n'y a pas l'argent. Toujours il n'y a pas, mais il y a des gens qui en profitent avec cet argent. Mais comme on n'a pas une justice réellement qui peut poursuivre ce qui les nomme, ça devient peut-être compliqué. Alors, par rapport à la CENI, par rapport à la CENI, moi je ne crois pas à Pungu. Pungu obéit à ce que dit le PPRD, un peu d'où il est tiré. Même les opposants, est-ce que même nous tous, nous ne pouvons pas voir qu'on est en train de nous rouler? Un membre de la majorité présidentielle qui va organiser les élections. Là, au sein de la CENI, Gabriel Moké n'est plus de la majorité, il est président de la CENI. Il est de la majorité. Même nos amis de l'opposition qui sont partis là-bas, qui touchent 18 000 $ par mois, ils sont tous devenus de la majorité. Il y a un moment ici qu'on avait fait une émission, on a demandé à ce que tous les représentants de l'opposition qui siègent à la CENI depuis ce parti, est-ce qu'ils avaient accepté? Ils avaient accepté. Il n'y a qu'un qui avait dit, bon, moi j'ai déposé tout ça. Après 4 jours, on les voit encore siéger à la CENI. Donc, là où il y a l'argent, les Congolais ne résistent pas comme nous. Voilà les vrais opposants. Si nous avons la gestion du pays, l'argent de la RDC sera... Si je quitte le pouvoir, nous allons faire l'inventaire. On va commencer par là. La remise de pouvoir. Ici, ma gestion de 10 ans, je laisse 100 et quelques milliards de $, dans les caisses de l'État. Signez-moi ici, on signe. Mais ici, quand vous partez, quand ces choses vous disent ça, quittent les fonctions, les caisses sont toujours vides. On recommence avec les recettes réalisées auprès de la population congolaise. Oh non, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Quand est-ce qu'il y aura l'argent dans notre pays? Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas d'argent pour organiser les élections des gouverneurs, par exemple? Comment vous expliquez ça? Écoutez, madame, on peut tromper la population congolaise, mais pas tout le monde. Moi, je suis là, je représente la population. Dans l'opposition, je connais quoi et quoi. Il y a 26 provinces. Vous n'êtes même pas capable d'organiser des élections avec 1 milliard. Maintenant, vous allez construire des infrastructures dans 26 provinces. Bon, hormis Kinshasa, il est parti de Lubumbashi. Hein? Mais quoi encore? Matadi épée. Mais le reste, c'est là. Mais il n'y a rien. Ça, c'est notre glissement. Voilà. Suivre des lièvres à la fois, c'est pour tromper la population congolaise.
Mais parce qu'ici aussi, quand quelqu'un parle, nous allons t'arrêter. Ici, la mentalité de pouvoir après, déjà de pouvoir après, c'est toujours arrestation et tuerie. C'est faut faire peur à la population de ne pas contrôler. Mais maintenant, nous allons déposer plainte. Nous allons déposer plainte pour voir d'où est parti cet argent, plus qu'$1 milliard qu'on retirait, on mettait de côté. Mais la CENI maintenant, de Pungwe, se plaint pourquoi? Avec les 23 ou 24 contraintes. Mais quand vous voulez maintenant rester bouche bée, de ne pas parler pour le bonheur de votre Congo, le Rwanda vous demande de casser Ofida à Goma. Vous cassez l'Ofida, maintenant le Rwanda ramène ses frontières à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Vous acceptez, oui monsieur, oui monsieur. Le Rwanda fait ceci, déplace les bornes, oui monsieur, oui monsieur. Là où vous avez acheté un avion, le Rwanda avec l'argent de la RDC achète 2. Et 9. Et 9. Mais madame, est-ce que vous ne trouvez pas que les enfants que vous êtes en train de mettre au monde, un jour ils peuvent nous fouetter dans nos tombes? Vous avez failli à vos missions. Regardez maintenant les pays sous occupation. Sous occupation. Et puis les militaires qui entrent ici dans notre pays, nous ne maîtrisons même pas la plupart de ces militaires. Qui gère réellement le Congo? Okay. Parce que moi, Mokia, mandat une fois renouvelable. Mais par prestige, arrivé au mois opposant, les opposants. Vous savez que moi je ne serai plus candidat. Mais préparez-vous pour récupérer le pouvoir. Est-ce que Joseph Kabila peut dire ça? Non. Mais on envoie des gens qui viennent dire non. Chez nous, il n'y a que lui qui peut gérer le pays. Moi, Mokassi, je vais gérer le pays. Moi, je suis Mongala, je suis Mbouza. Vous connaissez les Mbouza, comment ils sont? Moi, j'ai la gestion du Congo et toi, tu vas entrer avec une arme dans mon pays. Okay. Et même les pays attaquent assez opérateurs économiques. Le pays va manquer de l'argent. Si nous vivons comme ça, moi j'ai vu comme ça avec mes réalisations depuis 1983 quand j'ai commencé à faire les affaires. Je fais les prisons avec mes propres réalisations. Je n'ai pas allé mendier ceci. Non, avec mes propres réalisations. J'ai fait 42 mois en prison. Vous savez, la prison ici, un opposant s'est demandé à Dieu, mais il souffre. Hein? Mais avec ça, je résiste. Mais a fortiori, l'État congolais qui a tout. Moi, je viens gérer l'État. Ce n'est pas moi-même qui va travailler comme j'étais le chef d'entreprise. Je dois sortir le matin, je vais faire ceci. Mais le Congo, vous avez des projets. Les gens vont commencer à exécuter. L'argent est toujours dans les caisses de l'État. Ok. Coup d'œil donc à nos ministères, mesdames et messieurs. Deux comme d'habitude, ministère du Budget et ministère de l'Environnement. Plus de détails dans ce condensé. Loin de son bureau climatisé du ministère du Budget, Ernestine Nyoka est allée à la rencontre de la base, celle-là même qui constitue l'une des catégories vulnérables au sein de la société congolaise, les personnes vivant avec handicap. La vice-ministre du Budget a tenu à partager avec eux un repas, une façon pour elle de les remercier pour la marque d'attention que leur structure a eu à manifester lors de sa nomination. En mer et à la veille de la rentrée scolaire, Ernestine Nyoka avait les mains bien garnies. Sa participation aux préparatifs pour la scolarisation des enfants de ces personnes. Lorsque la rentrée scolaire approche, il est vrai que nous avons nos enfants, nous nous occupons de nos enfants, mais au-delà de nos enfants, il est vrai que vous ne pouvez pas vous occuper de toute la République, mais nous choisissons toujours une frange de personnes, et souvent nous disons on s'occupe de nos bases. J'ai réfléchi en me disant que l'handicap ne soit pas un handicap pour les progénitures. Parce que cette progéniture, la jeunesse, c'est elle qui va prendre la relève de demain. Mais il faudra leur donner aussi un atout, certaines possibilités pour que cette jeunesse de demain aussi puisse être comme tous les autres enfants, puisque ce ne sont pas des enfants qui sont nés avec un handicap. La condition de leurs parents, qu'elle ne puisse pas être un obstacle pour leur évolution, pour leur développement, pour demain pour que eux aussi demain puissent pouvoir gérer les Congos, parce que certainement il y aura des hommes politiques importants aussi parmi leurs enfants. Une marque de considération saluée par cet échantillon des PVH regroupé au sein du programme d'assistance des personnes vivant avec handicap. Vraiment réaction absolue à Isengo, tondimate le kabeko sa mama tiki musane surtout ya budget atiki yango pona
quelques minutes à y cause un abisso petit biso c'est on m'a carton du magité parce que yem ta programme en ko yakutana biso biso tubane ko tanda na ngote vraiment petit biso c'est on mingi biso na ba famille na biso nous surtout dans c'est on mingi nenge maman ay ko rendre biso visite mais je sois salé en faveur na biso pour na préparer rentrée scolaire ya ba famille na biso respectif. Avocate de profession, Ernestine Nyoka, défenseur de première heure des droits de la femme, réitère ainsi sa détermination et son engagement à en faire autant pour les personnes vivant avec handicap. L'objectif final, les faire bénéficier de droits leur reconnus dans la Constitution. Avec la délégation de la société EnviroServe RDC, spécialisée dans la lutte contre la pollution, il était question de solliciter un partenariat avec le ministère de l'Environnement. Objectif visé, aider la RDC dans la lutte contre la pollution et la mise en place d'un système standard des normes environnementales. Well, the primary subject is obviously avoir un partenariat avec le ministère de l'Environnement pour faciliter au respect de toutes les normes environnementales et amener aussi la capacité à respecter aussi les standards internationaux. Il est très concerné par tous les problèmes à caractère environnemental et de pollution qui se passent dans notre pays. C'est alors qu'il a créé une commission et nous travaillons avec cette commission pour que la semaine prochaine tout puisse être finalisé. Bienvenue Lyota a également échangé avec la directrice pays du PNUD, avec Priya Gajraj. Les échanges ont porté sur la conférence sur les climats qui se tiendra à Paris et sur le lancement dans les jours qui viennent à New York du Fonds centrafricain sur le forêt. On soutient le gouvernement et le ministère en particulier à la préparation technique de la COP21 et justement le lancement du Fonds centrafricain sur les forêts qui va être lancé le 29 septembre à New York par l'administrateur du PNUD et le gouvernement de la Norvège. C'est un fonds régional qui va bénéficier la République démocratique du Congo et qui va vraiment soutenir l'agenda de déforestation, l'agenda de développement durable. Et enfin, le ministre de l'Environnement a reçu le directeur national du Fonds mondial pour la nature. La question du parc de Virunga était au centre de discussion. Bienvenue Lyota d'y appuyer le Fonds mondial pour la nature sur la non-exploitation du pétrole du parc et la démonstration de la valeur économique de ces derniers sans l'exploitation du pétrole, mais également la question du parc des Salonga qui est co-géré par l'ICCN et qui doit être retiré de la liste des sites en péril. Votre réaction à chaud, Gabriel Moka, par rapport aux activités de nos ministres? Ils sont sur les terrains, ils sont là en train de se battre pour faire sortir la RDC de son long sommeil. Là où vous me faites rire. Qu'est-ce que je peux répondre? Les ministres, ce n'est pas son rôle. Quand on est nommé ministre, il n'est pas dit qu'il faut toujours aller à ta base, je ne sais pas quoi. Non, vous êtes nommé ministre, vous êtes ministre de la République. Si vous voulez distribuer l'argent, il faut distribuer à tout le monde. Les ministères, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, c'est ce que nos ministres font. En France, quand vous êtes ministre, vous travaillez pour la République. Je n'ai jamais vu un gouvernement français, un ministre français qui sort, il va prendre un groupe de sa tribu. Non, moi je suis nommé ministre, qu'est-ce que j'ai à voir avec ma tribu? J'ai affaire avec toutes les tribus de la RDC. Je vais ici, on va ça, c'était pas la tribu, Ernestine quand je pense, c'est aller voir les personnes vivant avec handicap. Ça, ce n'est pas son rôle, les ministres et vice-ministres du budget. Ce n'est pas son rôle. Il y a un ministère, je ne sais pas quoi. Des affaires sociales. Des affaires sociales qui doit être... Je ne sais même pas s'il y a un ministre déjà. Non, on le fait sciemment. Je ne sais même pas. Nous, au Congo, on devait avoir un ministère des affaires sociales. Au lieu que les gens se mettent Papa Nzala, même quand on passe dans le Papa Nzala, et tout ça. Papa Nzala, là, ça devait être réglé par le ministère des Affaires sociales. Mais on a détruit ces ministères, maintenant, chacun débrouillez-vous. Non, ce n'est pas possible. C'est ce que je demande à tous ces opposants. Aujourd'hui, le peuple m'a dit, président Moka, dites à ces opposants, ils sont devenus comme Solomabé. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire mauvaise odeur. Donc, quand ces opposants passent Solomabé, les gens des dialogues, ils sont devenus, on les appelle maintenant les Solomabé. Parce que vous allez appuyer un régime sortant qui a réduit les Congolais à cet état, à un état d'animal. Même les policiers, même les agents de l'administration publique,
Les gens de théâtre, maire, ils sont encore plus valeureux qu'un agent de l'administration publique. Même un agent du ministère de l'Intérieur. Même un directeur, quand ils meurent, ils sont enterrés comme ça, comme des rats. Mais des jeunes gens qui chantent, oh, ceci, c'est ceux-là qu'on prenne à une grande valeur. Or que sans l'administration dans un pays, nous sommes morts. C'est l'administration qui donne tout l'argent au gouvernement de bien fonctionner. Maintenant, les ministres doivent cesser ce système et des directeurs, quand vous nommez, vous prenez votre tribu, vous prenez vos amis, ne nous montrez pas cette division. Par rapport au parc de Virunga, nous avons suivi le ministre Bienvenu Liota qui ne veut pas que le pétrole soit exploité, qu'on tire la richesse du parc par rapport à autre chose. Parce que comme vous le savez, il y a du pétrole dans le parc de Virunga et ça attire beaucoup de choses. Il est en retard. Tout ça, tout est déjà vendu d'avance. Ah bon? C'est vendu à qui, le parc de Virunga? Au Congo, nous avons encore cette valeur-là de conserver nos biens. Nos biens sont devenus des biens publics dans le monde. Mais les Congolais eux-mêmes n'en tirent pas profit. Pour preuve, les 70 000 francs qu'on paye aux Congolais. Ça montre la mauvaise gestion et la haine contre les Congolais. Quand les Mokia seront dans les affaires, vous voyez, votre propre frère Mokia, quand vous criez, il écoute, c'est quoi ça? Dit, ministre tel, va voir cette affaire, régler tout ça. Mais ici, qui peut régler? C'est ce qu'il est en train de faire. Quand moi, je vois... Le cadre macroéconomique est sécurisé aujourd'hui. Oh, quel cadre macroéconomique? Le dollar, c'est à 1500. Quand vous allez acheter quelque chose, on vous dit 1500. Mais officiellement, on vous dit les dollars, c'est 900. Faux. Il n'y a pas de cadre. Mais, voilà maintenant, le dollar est à 900 francs, Gabriel. Non. Mais le dollar, c'est à 900 va chez les Libanais. Bon, les Libanais n'existent plus ici au Congo. Les hindous, pakistanais, les chinois. Et ils calculent les dollars à 150. Pas à 900 comme vous dites ici. Regardez bien, quand vous allez acheter des choses... Ça, je vais vraiment vérifier. Ah, il faut vérifier. Mais maintenant... Quand vous regardez des choses comme ça se passe, les ministres congolais, est-ce qu'ils ont encore cet honneur-là, ce prestige-là? Nous étions tous avec ici les bas de l'école. Et c'est comme ça qu'on nous a appris dans des écoles. Quand vous êtes ministre, vous ne foutez rien. Matata Pogno, il a parlé, nous avons 9, la croissance à 9,6. Maintenant, bon, partout, il était parti dernièrement en Allemagne, il a vanté des mérites du peuple congolais, il y a l'argent, il y a ceci. Le fameux Pungo et le Talamé, donnez-moi 1 milliard et quelques. 1 milliard seulement. Les grands Congo qui regorgent tout. Rien que le pétrole de Mwanda, ça peut faire fonctionner le budget du pays. Parce que l'Angola tire le pétrole de Mwanda. L'Angola a 65 milliards de dollars. Nous je ne sais pas qui retire l'argent de pétrole de Mwanda. Nous avons un petit budget de 7 à 8 milliards de dollars. Dis, ma maman, est-ce que au vu de ça, même les opposants de Solomabé aujourd'hui, les anciens, ils peuvent vraiment accepter un pays qui regorge tout, où les gens s'enrichissent, ils ont des milliards. Et à ce moment-là, ces gens-là n'arrivent pas à montrer au peuple congolais où se trouve l'argent. Maintenant, d'ailleurs, il peut être poursuivi. Il doit être poursuivi. Parce que c'est le président de la République n'est pas comptable au niveau de l'Assemblée nationale, du Parlement. Ok, mais c'est Matata Pogno avec son gouvernement. Ils doivent être poursuivis. Pour malgestion. Pour malgestion, parce que rien que l'argent qui manque, l'argent que vous avez montré aux députés, aux parlementaires chaque jour, que nous mettons 250 millions de dollars, nous mettons ceci. À la fin, la CENI vous dit donnez maintenant cet argent que vous mettez de côté. Vous dites qu'il n'y a pas l'argent, donc vous avez détourné. Mais au lieu seulement d'arrêter les Koulouna, voilà encore des grands Koulouna. Des grands, ça c'est du Koulouna pour la mauvaise gestion du pays. Alors, nous allons faire notre meeting le 15 septembre de la vraie opposition. Vous n'avez pas peur d'être arrêté ici, tout ça? Madame, dans un pays, si vous allez seulement avoir peur, il y a 12 millions de morts. Moi, je suis plus valeureux que ces gens-là. Il y a eu des riches, il y a des gens, et tout ça, des grands intellectuels qui sont morts ici. Mais qui risque rien à rien, nous allons faire notre meeting. Après le meeting, nous allons maintenant prévoir les actions. Si M. Kabila va persister avec ce dialogue pour pouvoir amener les Congolais à chosifier les Congolais, à ne pas respecter la loi mère que nous appelons la Constitution, et nous allons prendre des actions sur base de l'article 64 de la Constitution pour les faire partir. Il faut les chasser parce que tous
avec les dialogues, ils sont devenus des Solomabé. Ok, mesdames et messieurs, dossier CPI, nous vous proposons l'ouverture du procès de Bosco Ntaganda et le point de presse de la voix des sans-voix, voilà, par rapport aux menaces des partis civils. C'est une sorte de répétition générale avant l'ouverture d'un des procès les plus attendus. D'abord, la procureure de la CPI, Fatouma Bensouda, va présenter les charges qui pèsent sur Bosco Ntaganda. Pas moins de 23 chefs d'accusation, dont 5 crimes de guerre commis entre 2002 et 2003 en Ituri. Au regard des enquêtes menées sur le terrain, l'accusation dit avoir assez d'éléments pour une condamnation de Ntaganda. C'est de mon devoir en tant que procureur de la Cour pénale internationale de faire en sorte que les principaux responsables de ces crimes, aussi puissants soient-ils, soient poursuivis, quel que soit leur camp dans le conflit. Nos enquêtes s'étendent maintenant bien au-delà de l'Ituri. Demain, nous jugeons Bosco Ntaganda, mais Sylvestre Moudakumura doit aussi être arrêté et présenté à la justice pour les crimes qu'il aurait commis dans les Kivu. Tôt ou tard, justice sera rendue également à ses victimes. Du côté de la défense, l'on s'attend d'ores et déjà à un procès long, mais aussi complexe. Le fait que Bosco Ntaganda a été choisi pour certaines raisons, alors que d'autres personnes auraient très bien pu être choisies et se retrouver devant la Cour pénale internationale aujourd'hui. Je me contenterai de dire à ce sujet que la preuve contextuelle qui sera entendue au cours du procès est très importante. Plus il y a de preuves au dossier, plus l'étendue du dossier sur une base temporelle ou matérielle est grande, et plus il y a de preuves, plus il sera difficile pour les juges d'évaluer la preuve qui sera présentée lors du procès. Et quand on veut regarder la totalité de la preuve, on ne peut ignorer tout ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, tout ce qui s'est passé en Ituri, et l'implication des pays extérieurs. Selon l'avocat de Ntaganda, l'homme se porte mieux mais a perdu un peu de poids. Il se considère congolais mais compte comparaître en Kinyarwanda. Affaire Ntaganda contre le procureur s'ouvre ce mercredi et sera retransmis en direct et en intégralité non seulement à Kinshasa mais aussi dans les zones touchées par ce conflit. Il en sera ainsi dans le reste du procès. La Cour justifie cette décision par le souci de rapprocher la justice aux communautés affectées. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme s'est dit vivement choquée par les menaces proférées à l'endroit des avocats des partis civils dans l'affaire ministère public et partis civils contre le colonel Daniel Mukalayi et consorts. Bien sûr, dans le procès en appel concernant l'assassinat des 2 défenseurs des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, confirmation de la chargée des communications de la VSV, Laurette Misenga. Pour la VSV, les menaces dont font l'objet les avocats des partis civils dans l'exercice de leur fonction d'avocat pour une cause juste ne font que corroborer la thèse de crime d'État ciblé et planifié ainsi que l'absence de volonté politique dont les chefs des autorités congolaises a contribué à la manifestation de la vérité. Par quels moyens les avocats des partis civils sont-ils menacés? Le premier directeur exécutif de la VSV, Rostem Maketa, explique. D'autres menaces ont été proférées par la défense des prévenus. Il y a des menaces très directes où on a dit aux avocats des partis civils qu'ils allaient subir le même sort que les autres. Les autres, c'est qui? C'est Fidel Bazana et Floribert Chebeya. Doli Ibefo, directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix, revient quant à lui sur les difficultés rencontrées par les avocats de la partie civile pour entrer en possession des éléments du dossier. Depuis le chargement du bâtonnier national, 19 000 $ sont bloqués
par les bâtonniers nationaux. Où est le nouveau? Où est le nouveau? Alors pour quelle raison? Nous ne savons pas. Et puis c'est un fonds qui n'est pas donné par l'État congolais, mais c'est un fonds qui a été financé par OSISA pour soutenir les partis civils. Voilà qu'aujourd'hui, ils doivent déposer les notes de plaidoirie le vendredi. Aujourd'hui, les avocats n'ont pas de moyens pour pouvoir saisir, multiplier les notes de plaidoirie et pouvoir les déposer. Signalons que les menaces mettant en insécurité, les avocats des partis civils ont commencé depuis la comparution du renseignant Kalala Kalao, ancien chauffeur du colonel Daniel Moukalai, contre qui il a fait sa déposition à l'audience du 9 juillet dernier. Gabriel Monkia, le procès de Bosco Ntaganda s'est ouvert à la CPI là-bas aux Pays-Bas, à La Haye. Quelle est votre lecture de ce procès? Cette fois-ci, c'est vraiment... il sera puni, il sera sanctionné? Mais il n'est pas seul dans cette affaire, il a cité des gens. Il a cité beaucoup de gens que je ne vais pas citer ici. Que la CPI puisse étendre les mandats d'arrêt. À ces autorités morales, entre guillemets. C'est normal, comme ça. Et ça sera donc pour vous, Bosco Ntaganda n'était que le sous-fifre, en fait. C'est lui qui recevait les ordres pour faire telle ou telle chose. Oui, madame, c'est ça. Les auteurs qui envoyaient les armes, qui envoyaient les munitions, l'argent, ils sont connus maintenant. Bosco a tout cité. Comme l'autre là aussi avait cité, le nom m'a échappé ici. C'est la même chose. Mais la CPI aussi, je ne sais pas quel est le jeu que est tenté de jouer. Quand on cite quelqu'un, immédiatement... Vous n'êtes pas très sûr de la partialité, de l'impartialité de la CPI, non? Dans cette affaire-là, il y a peu à boire et à manger, il y a trop de choses. Hein. Mais seule chose que Jean-Pierre, qui devait être chef de l'État de la CPI, il a été combattu par les multinationales. Alors, il est là, à la CPI. Il y a un faux procès. Alors qu'il y a au Centrafrique, il y a eu trop de morts. Après Jean-Pierre. Il y a eu des viols aussi. Des viols et tout ça, mais on n'a arrêté personne. Il n'y a pas de mandat. Mais je n'ai pas compris cette politique de dépôt. Mais la personne qu'on cherchait, c'était Jean-Pierre. Parce qu'il avait fait barrage à l'opération Épervier. Les militaires qui étaient venus de Tchad. Tchad pour pouvoir renverser le président centrafricain de l'époque, Patassé. Et quand ils ont vu que Jean-Pierre Mbemba avait fait barrage, il fallait lui créer un problème. Donc tout ça, c'est la haine. Et par rapport aux menaces des partis civils au procès Tchébéa, ça fait quand même froid au dos de voir qu'on est en train de menacer des avocats qui ne font que leur travail. Madame, je vous ai dit qu'ici au Congo, il n'y a pas la justice. La justice est toujours téléguidée. Téléguidée. La loi dit toutes les difficultés des procédures qui pourront se produire au cours de la saisie immobilière doivent être tranchées par voie d'ordonnance. Mais avec la justice d'aujourd'hui, on va trancher ces litiges par une voie de la procédure ordinaire. Donc la procédure ordinaire est à train de déroger de la procédure exceptionnelle. Alors, quand vous voyez déjà un pays avec une telle justice, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre? Paix à son âme, mon ami Tchébéa. Les jours, à chacune de mes arrestations, vous voyez la tête de Tchébéa chez moi à la maison ou dans mon bureau. C'est lui qui restait toujours dans mon bureau pour venir calmer mes enfants. Il vient chez moi, il me suit au bureau. Il était un véritable clandestin. Mais maintenant, il est mort de la façon dont on connaît. Mais pourquoi menacer maintenant la partie civile? Ça suppose que ceux qui menacent la partie civile, ce sont les auteurs de la mort des cas. C'est bien. Parce qu'on dit que la justice est indépendante. Oui, mais laissez maintenant l'indépendance de la justice triompher dans un tel dossier. Si les gens réclament tel type, mais si c'était le nom Mokia ou Koso, directement on vient vous chercher le matin pour vous ramener là-bas parce qu'on vous a cité. Mais quand on cite d'autres personnes, pourquoi la justice la justice est féodée dans le mauvais système? Donc nous ne sommes pas dans une bonne justice. On navigue à vue. Parce que quand on dit ceux qui vont commencer à s'intéresser à appeler ceci à là-bas, ils vont subir le même sort que les autres. Les autres, comme a dit, c'est Tchébéa et Bazana. Pourquoi vous avez tué Tchébéa et Bazana? Écoutez, ces dossiers,
j'avais beaucoup pleuré en prison parce qu'il était venu me voir 2 fois. Quand on m'avait arrêté, on m'a mis des menottes, c'est Chebea qui était venu, il est resté dans mon bureau là. Il m'a regardé, on s'est regardé avec lui comme Jésus-Christ et celui-là, Pierre. Hein? Judas Iscariot. Non, pas Judas. Pierre. Jésus et Pierre, quand il avait cette fille-là, quand il disait, mais toi. Ah oui, c'est Pierre. Pierre, hein? C'est Pierre. On s'est regardé, tu vois, Jésus, quand les coqs avaient chanté, tu as vu, Jésus avait regardé immédiatement Pierre. J'ai compris. Et Pierre a commencé à verser des larmes, il est parti. Moi, comme ça, à chacune de mes arrestations, on voit Chebea, on s'est regardé. On me menottait, j'étais là en train de voir Chebea me regarder. Avec tristesse, tu vois, il entre dans mon bureau, il peut rester là, il peut commencer à venir calmer. Mais maintenant, il est parti. Moi, j'ai perdu un ami de taille. Et c'est lui qui écrivait pour moi. J'ai perdu un grand ami de taille. Je n'ai pas parlé de cette affaire. Quand il est mort, moi j'étais en prison, il est venu me voir 2 fois seulement. Le jour de procès, on l'a chassé, donc vous sortez. Moi qui va se défendre celle de 10h jusqu'à 4h30 de dimanche qu'on a rendu ma décision. 4h30. Et Chebea, nous sommes regardés, quand je parlais, il versait des larmes aux yeux. Alors, maintenant, il n'y a pas de problème, il est parti. Mais laissez maintenant la justice triompher. Si on veut un tel, livrez-les. Et ceux qui sont en prison là-bas, les Moukalaï, mais ce sont aussi des êtres humains comme tout autre. Et ils ont accepté, ils ont été arrêtés, ils subissent Mabena Malam, ils sont là, ils sont en train d'en dire. Mais pourquoi aussi que les autres ne veulent pas parler? Mon père, c'est moi, vous allez subir comme les autres. Je dis, mais ça c'est très grave. Alors je demande à la partie civile de déposer des plaintes. Contre X, ça peut être. Contre X et contre C, là, parce qu'ils ont compris, c'est lui qui a prononcé ceux qui les connaissent. Et il y a une dame là qui dit, ce procès est plein de l'absence de volonté. Il n'y a pas l'absence de volonté. Pour trancher cette affaire une bonne fois pour toutes. Donc, les gens maintenant vont se souvenir de moi, de ce que j'ai toujours dit. La justice n'est pas libre dans notre pays. Ok. La justice jouissait de son indépendance, parce que vous ne voulez pas que j'en parle, pendant le marchand Mobutu. Vous êtes sûr? Aujourd'hui, vous êtes en train d'encenser Mobutu. C'était pas aussi juste sous l'époque de Mobutu. Un exemple à 1 minute. Les enfants de Mobutu... Aujourd'hui, Mobutu est devenu tout blanc. Les enfants de Mobutu me devaient de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, ils me doivent de l'argent. Mais j'ai vendu une de leurs maisons à la vente publique. En 94, Mobutu était là. C'était allé dire à Mobutu, qu'est-ce que Mobutu avait répondu? C'est la justice qui avait tranché. La justice tranche et moi Mobutu parce qu'on a condamné mon enfant et maintenant je vais aller menacer les juges. Deuxième élément, Singa Uju, ministre de la Justice, il a menacé l'oncle de Mobutu s'il ne va pas payer la dette et tout ça. Mobutu l'a livré. C'était qui ça? Lito. Le tout puissant Lito. Singa Uju, le type de bande n'était pas mon gars comme nous. Il a fait le document pour saisir, il a saisi les biens de Lito. Mobutu a dit qu'il faut payer. Singa, moi je ne le révoque pas, il fait son travail. Et son oncle a payé. Voilà des éléments. Moi-même j'ai vendu une maison de Mobutu, des affaires de Mobutu, Mobutu au pouvoir. Il ne m'avait pas menacé, il a fait. D'ailleurs, si vous ne payez pas, il va continuer à saisir. Comme maintenant aujourd'hui, je vais saisir les histoires à quoi parce que. Quelle histoire vous allez saisir? Oui, vous n'allez pas faire comme l'anti-compatriote qui a fait saisir l'avion à 320 moi, je vous parle. C'est pas un compatriote, c'est le bateau ITB Kokolo. Moi, je vais saisir. L'ITB Kokolo? Oui. Pourquoi? On vous doit combien? On vous doit combien, Mokia? L'État me doit plus de 900 000 $. En attendant les 7 millions de dollars, 900 000, le Premier ministre a signé. Mais ils ne veulent pas payer aussi. Donc vous saisissez l'ITB Kokolo? Je vais saisir l'ITB Kokolo. Transition dans la famille. Mais je ne peux pas me dérober de cette transition. Moi, j'ai demandé, j'ai présenté mes excuses au Bangala, qui ne peut pas m'en vouloir. Ah, notre fils maintenant va souffrir. Non. Moi, je vais saisir l'ITB Kokolo pour faire voir au gouvernement congolais. Quand vous devez, il faut payer. Il faut payer les Mais nous, quand nous devons, on vient nous menacer du matin au soir. Mais moi, maintenant, on me doit. Ce n'est pas une idée où envoyer des inspecteurs. Ils ont envoyé tout le monde. Ce dossier c'est sérieux, il faut qu'ils paient. Le ministre a signé, le premier ministre de son cabinet a signé, et tout le monde. Quel premier ministre a signé? Mais est-ce que moi je viens ici pour mentir? Son cabinet a signé, qu'on paye. Et le ministre des Finances. On vous doit à peu près 900 000 $. Oui, mais le ministre des Finances me dit, Président Mokia, j'ai vu la lettre du premier ministre. Hein? Il a signé la lettre pour qu'on paye ton argent, ça a duré. Mais dites-lui de me dire ça verbalement. Verbalement est supérieur à une lettre écrite. Alors c'est pourquoi je dis, la justice doit se détacher. La justice doit jouir de son indépendance. Nous sommes tous égaux sur base de l'article 12
de la Constitution devant la loi. Mais maintenant, cette égalité ne prime pas entre nous les Congolais. Il n'y a que nous autres. Alors maintenant, cette femme a bien dit. Donc c'est qu'il y a des gens qui s'interposent. Et pourquoi d'abord, vous, j'ai un litige avec X, nous nous battons. Quel est le problème des militaires ou des juges ou des ministres d'Anna? C'est la justice. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire comme on dit, oh, on arrête Moyambo, on a arrêté Christopher Ngoy, on a arrêté John Dongala, on a dit, hey, ils acceptent maintenant de rester à prison comme moi. Maintenant, s'il s'agit de poursuivre les bourreaux, nos bourreaux, disent, oh non, attention, vous allez subir les mêmes sorts que les autres. Et nous sommes dans quel pays où tout ça, ça dépend du magistrat suprême. Parce que si moi je suis magistrat suprême, j'apprends de telles choses, j'ordonne, je fais une information judiciaire pour voir les auteurs, que tu sois mon fils, que tu sois ma femme, que tu sois mon ami, tu dois être mis aux arrêts, n'est-ce pas? Comme nous le savons déjà, mesdames et messieurs, Transco a majoré les prix des bus scolaires pour cette rentrée 2015 et les parents réagissent et les enfants sont allés exposer auprès du ministre provincial du genre leurs préoccupations sur le mariage précoce des enfants. À quelques jours seulement de la rentrée scolaire, Transco a opéré plusieurs changements dans l'organisation du transport scolaire et des changements qui nous rendent, nos parents, perplexes. Parmi ces changements, il y a d'abord la majoration du prix d'abonnement qui est passé de 30 000 à 36 000 francs congolais et puis la carte d'accès à bord qui était jadis gratuite et qui est vendu maintenant à 4 000, ce qui fait donc un montant de 40 000 à débourser par les parents. Alors nous sommes inquiets à ce niveau parce que nous savons que l'État continue à subventionner Transco et qu'il n'a pas renoncé à son devoir et qu'il n'y a pas d'autres éléments nouveaux qui pouvaient justifier parce que même le transport ordinaire garde son prix. Alors, nous ne sommes pas en fait contre le fait de pouvoir changer de modalités de paiement, de passer par des banques. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est le manque maintenant d'interlocuteurs en face de nous. Parce que par le passé, nous avions de ce qu'on appelait les points focaux. C'est-à-dire quelqu'un qui était au collège chaque matin, qui s'occupait de la gestion quotidienne de transport scolaire qui ne se résume pas seulement à la perception, mais il y a beaucoup de problèmes parce que, vous savez, ce sont des petits-enfants, ils perdent les cartes d'accès, nous devons suivre les itinéraires, nous devons maîtriser les statistiques, tous ces enfants. Et aujourd'hui, en face de nous, il n'y a plus d'interlocuteurs, ça rend le parent perplexe. Nous, le comité du collège Boboto, n'avons pas souvenance d'avoir été invité ou d'avoir participé à une réunion au cours de laquelle on a débattu de cette question. Nous disons que nous avons reçu des commis de Transco, mais la question est restée en suspens. Nous attendions que l'évaluation soit faite et que les négociations aient lieu. Elles n'ont jamais eu lieu. Nous l'avons tous appris par voie des ondes qu'il y aurait eu une réunion à laquelle, en tout cas, nous, parents du collège Boboto, n'avons jamais participé. Une délégation des enfants reporters de la ville de Kinshasa dans les locaux de la ministre provinciale du genre et éducation. Dans leurs mains, une série de demandes afin d'obtenir une implication des autorités provinciales dans la lutte contre le mariage d'enfants. Ces enfants espèrent notamment le renforcement de l'application des textes juridiques interdisant le mariage d'enfants et sa vulgarisation. Lutter contre l'impunité en sanctionnant les auteurs de ces mariages d'enfants et même les parents ou tuteurs qui font des arrangements à l'amiable lorsqu'il y a des cas de viol d'enfants. Voilà des recommandations proposées aux autorités de la ville-province de Kinshasa. Autre demande des enfants reporters à Thérèse Olinga, c'est l'élaboration d'un plan qui vise entre autres à mobiliser les leaders communautaires, pasteurs, prêtres, chefs de quartier, pour ne citer que cela, afin de créer une plateforme de travail, ainsi obtenir aussi leur implication dans la lutte contre ce fléau. Cette rencontre est l'une des actions à inscrire dans le cadre du plaidoyer que mènent les enfants reporters afin de mettre un terme au mariage précoce en RDC. Ils expliquent ici le sens de leur démarche. Nous avons élaboré un plan d'action
sur les mariages d'enfants. Et ces plans d'action prévoyaient une série de plaidoyers à plusieurs niveaux. Et sur ce, nous avons effectué une tournée dans plusieurs communes de Kinshasa. Et à la fin de cette tournée, nous avons pensé que c'était nécessaire de rencontrer la ministre provinciale afin de lui lire notre message de plaidoyer en rapport avec les mariages d'enfants pour qu'on mette fin, pour qu'elle prenne des mesures pratiques pour mettre fin au mariage d'enfants dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons constaté aussi une certaine ignorance des dispositions juridiques qui protègent l'enfant de la part du bourgmestre. Et nous l'avons dit à la ministre et elle nous a répondu qu'elle va de plus en plus vulgariser ces textes auprès des bourgmestres pour que chaque autorité communale ait en tête toutes les dispositions qui protègent l'enfant pour mieux le défendre. Du côté de l'exécutif de Kinshasa, la ministre provinciale du genre et éducation, Thérèse Olinga, rassure quant à son adhésion à cette initiative, laquelle cadre avec la vision du gouvernement Kimbuta. Gabriel Mokia, la rentrée 2015, c'est déjà ce lundi, 7 septembre, et Transco, comme on l'a dit tout à l'heure, a majoré les prix des bus scolaires et les parents se plaignent qu'on ne les a pas associés à cet exercice-là. Quelle est votre appréciation de cette histoire? C'est encore notre problème pour les parents, hein, avec cette rentrée scolaire assez dure déjà. Bon, les parents déjà ont de multiples problèmes, difficultés. Je crois que le Premier ministre a majoré ça, il cherche la croissance. En majorant, on cherche la croissance. Tout simplement. Tout simplement. Il est l'homme de croissance, il va puiser la croissance auprès des petits-enfants. Je sais, bon. Il cherche, mais cet argent de croissance, on ne voit pas ça, parce qu'il a un problème avec Pungwe, Pungwe de la CENI. Ok. Et par rapport au mariage précoce des enfants, c'est vrai que nous sommes parents. Le mariage précoce, Gabriel Mokia, votre lecture? Bon, moi, ce problème de sentiments, je n'aime pas tellement pénétrer là-dedans. Mais quand on voit quand même le mariage d'un enfant de 12 ans, 14 ans, 15 ans, ça choque quand même. Non, maman était... Mais ça, c'est l'époque, hein, c'est l'époque. Les époques changent. Il n'y a pas d'époque. Quand vous voyez aujourd'hui une fille de 12 ans, Gabriel Mokia, c'est pas nos mamans d'âge de 12 ans. Je ne défends rien. Mais dans la Bible, il est dit, les filles, les jeunes hommes, les beaux garçons, les travailleurs que vous voyez aujourd'hui, cela existait. Il n'y a pas une nouveauté si c'était des hommes. Ça, c'est Ecclésiaste. Est-ce que vous permettrez, c'est vrai que des fois quand on parle un peu des autres, est-ce que Gabriel Mokia voudrait par exemple que sa petite fille ou sa fille de 12 ans se marie? Bon. 13, 14 ans? Vous savez, chez nous, à l'Équateur, précisément là où moi j'ai grandi, le mariage, c'est quelque chose de rien. C'est ici à Kinshasa que j'ai trouvé on arrête quelqu'un pour un mariage, on emprisonne, on fait des lois pour impressionner. Ce n'est pas que je suis pour ce qui se passe, on va suivre le monde moderne. Mais chez nous, une fille qui passe, vous pouvez la prendre et vous la cacher chez vous. Chez les gens de l'Équateur. Vous la cachez, et sa famille vient, votre famille vient, on règle après. On paye. C'est votre femme. Bon, à Kinshasa, maintenant, j'ai compris. C'était difficile à supporter ce que j'ai trouvé, c'est Kinshasa. On arrête quelqu'un, on va l'emprisonner pour une femme. On fait alors là, ça devient un faux de commerce. Aujourd'hui, si nous sommes au pouvoir, nous allons un peu revoir. Parce que nos mamans n'ont pas été mariées à l'âge de 18 ans. Nos mamans n'ont pas été mariées à l'âge de 18 ans. Parce que vous pensez que nos mamans étaient heureuses de se marier vers 12 ans? Les mamans étaient heureuses. Vous en êtes sûr? Grâce... Les mamans nous ont donné une éducation. Vous voyez, les jeunes gens qui sont nés à Kinshasa et nous qui sommes nés à l'intérieur, nous sommes différents. Il y a des choses que vous, les Kino, pouvez faire, mais moi, je ne peux pas les faire. Je m'interdis de faire beaucoup de mauvaises choses que vous faites ici. En tout cas, nous sommes un peu 3-4, hein, 4 jeunes gens de l'Équateur qui sont à Kinshasa ici. On a perdu des... Mais ceux qui sont ici, nous sommes très différents. Quand on nous confie un poste, vous n'allez pas voir, moi je ne peux pas mettre les mains faire ceci, mais les jeunes gens de Kin ici, ouais, c'est un peu compliqué, à cause de plusieurs décisions. Mais, qui sont les violateurs de ces lois-là? Ce sont les autorités qui engrossent les filles de 13 ans, de 15 ans, de 16 ans. On ne peut pas les arrêter. Mais les gens comme nous, ou bien d'autres jeunes gens,
Les jeunes déjà sont beaucoup en prison à cause de ça. Mais les autorités aussi font la même chose. Font la même chose. C'est pourquoi je n'aime pas me mêler. Parce que moi j'ai ma propre lecture. Quand je vois tout ça, la loi a 18 ans et la loi a fait ceci. Mais nos mamans n'ont pas été mariées à l'âge de 18 ans ni 17 ans. Moins que ça. Moins que ça. Ils sont très nombreux ici à Kinshasa. Mais il n'a jamais posé de... Ça, c'est un problème de l'autorité traditionnelle. Mais l'autorité aujourd'hui est devenue... Si on veut couler un opposant, on t'envoie une fille. Ah non, il a touché une fille de 12 ans, 14 ans. C'est pour t'éliminer. L'exemple est là, c'est Djomé. Les filles là n'étaient même pas des filles de 14 ans. On réduit maintenant l'âge, uniquement pour te punir. Mais dans l'entêtat, les dénonciateurs eux-mêmes, ils prennent les mêmes filles. On connaît beaucoup, je ne veux pas m'attarder, mais c'est quand, si aujourd'hui nous faisons nos marches, on va réclamer la libération de Djomé. Parce que nous connaissons beaucoup maintenant dans cette affaire de Djomé. Ok. Vous comprenez? Voilà, nous allons terminer par le sport, mesdames et messieurs, une fois n'est pas coutume, paiement de notre dette pour la participation des athlètes congolais aux Jeux panafricains qui se tient à Brazzaville, chez les voisins, et la venue des Léopards pour le match RDC-RCA. La participation de la RD Congo aux 11e Jeux africains de Brazzaville 2015 se confirme après le paiement de la dette du Conseil supérieur du sport en Afrique qui s'élevait à 220 000 $ américains. Le numéro 1 de l'administration du comité olympique congolais, Alain Badeshile, explique. La RDC va bel et bien participer. La RDC n'a pas été chassée. La RDC n'a pas été exclue. Si la RDC était interdite d'accès, c'était un moyen de pression pour laisser ça, de récupérer les arriérés. Bon, ça c'est le numéro. Voilà. Le numéro, là, j'ai recopié le numéro sur... RDC va bel et bien participer. L'argent pour le village a été payé par le chef de mission et son adjoint. L'argent pour les frais de participation des disciplines qui sont en lice ont été payés. Et notre ministre de Sport se trouve présentement à Brazza, après avoir participé à la réunion, après avoir décanté la situation à son niveau, a aussi laissé quelque chose par rapport aux imprévus. Qu'en est-il des autres disciplines qui n'ont pas encore effectué le déplacement de Brazzaville? Alain Badeshile répond. Les autres traversent au plus tard, enfin aujourd'hui et demain, c'est ça. Donc on avait prévu 2 vagues, mais avec cet imprévu, voilà, cet impondérable, voilà, du coup nous étions obligés de retarder un peu. Mais voilà, au plus tard ce samedi, toute la délégation sera présente à Brazzaville pour permettre aux autres de s'acclimater très rapidement. Signalons que cette compétition a démarré ce vendredi à Kintele, au Congo-Brazzaville, et la RDC y est présente avec 12 disciplines. Les Léopards ont foulé le sol de la RDC dans la soirée de ce lundi. Ici à l'aéroport de Ndjili, staff technique et fanatique étaient venus accueillir le 11 national de la République démocratique du Congo. Dans le lot de footballeurs, l'on peut constater l'arrivée de Fabrice Nsakala. Non, je vais me préparer mentalement pour pouvoir faire un bon match ce week-end. Chancel Bemba a lui aussi répondu présent à l'appel de Florent Ibenge. Tous les peuples congolais, tout est pour défendre la couleur de maillot, tout ça match où est la capitale dimanche, tout multiplié fort en abisso. Le milieu de terrain offensif de la RDC, Nikes Kebano, était aussi dans la délégation. C'était vraiment très important de marquer mon retour. Maintenant, voilà, je reviens, on a un match très important et j'espère qu'on va le gagner. Au total, 18 joueurs ont répondu à l'invitation du sélectionneur national sur le 26 sélectionné. Florent Ibenge explique. On va faire le regroupement demain. Le premier entraînement, c'est demain. Donc,
Il n'y a pas Salarmé pour l'instant. Sur les 26 qui étaient sur la liste de départ, il y a Cédric Makiadi qui s'est désisté. Tout simplement, il a mis une fin à sa carrière internationale. C'est tombé à un moment où justement il était en train de changer de club. On a très bien discuté. Cette semaine sera consacrée à une série d'entraînements, l'objectif étant de créer probablement l'homogénéité au sein de l'équipe. Cette dernière devra prendre son avion d'ici le début du week-end pour Bangui, où l'attend la formation centrafricaine pour disputer la deuxième journée des éliminatoires CAN Gabon 2017. Gabriel Monki, on a l'impression aujourd'hui que les dettes de la RDC sortent de partout. Hein. On se réveille un matin, on a une dette, on saisit cela. On se réveille un matin, on saisit autre chose. Et vous qui prévoyez d'ailleurs de saisir l'ITB Kokolo, mais maintenant, c'est par rapport aux athlètes congolais. On nous a refusé en fait l'accès du stade Akintele au Congo-Brazzaville parce que nous n'avons pas payé une dette revenant à 220 000 $. C'est ça l'impression aujourd'hui qu'on a, en tout cas, qu'on doit faire un peu attention et savoir un peu quelle dette la RDC a par rapport à d'autres institutions. C'est que ça donne une mauvaise image de le pouvoir à place n'est pas bien organisé. Désorganisation totale de notre gouvernement. Parce que ça relève de la compétence des ministres des Sports, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait dans son bureau? Il doit inventorier tout ce que nous avons avant chaque compétition. Son problème, c'est de voir, faire le toilettage de l'endroit où nos athlètes vont aller rester et payer les dettes. Le président du comité olympique, vous avez vu comment il a eu des difficultés pour expliquer cette affaire. Donc on a compris qu'on a une dette de 220 000 $. On n'arrive pas à payer comme la dette de Mokia, qui a fait plusieurs années qu'il n'arrive pas. Donc le gouvernement congolais n'aime pas payer les dettes. Ce qui est mauvais dans notre pays, je n'ai jamais vu un gouvernement comme... Alors, maintenant les gens commencent à se réveiller. Brazzaville bloque les conseils supérieurs, les sports africains bloquent. Les Congolais, ils bloquent les avions. Et moi maintenant, je vais encore bloquer les bateaux. Donc le gouvernement ne se gêne pas. Quand je viens vous demander, vous me devez ceci, payez-moi. Mais petit à petit, on fait trouver ce mais vous dites non, nous sommes au gouvernement, si vous payez déjà, ils vont avoir. Donc on a verrouillé partout où les Congolais peuvent avoir de l'argent. Ceux qui ont l'argent ici, il n'y a que des étrangers. Ce sont eux qui construisent les belles villas et les immeubles que vous voyez dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il y a une maladie qui est dans ce gouvernement congolais que les Congolais n'ont pas droit. Si les Congolais peuvent avoir quelque chose, il faut voler. Mais il ne faut pas apprendre aux enfants de voler. Vous voyez maintenant à Brazzaville, les gars, les Kinshasa ici, tout près. Et vous, on va vous foutre, donc vous allez dormir dehors. Les athlètes congolais de la RDC. Par les gouvernements qui veulent aller au dialogue. On va dialoguer aussi pour ça, pour payer les 200 000 $, 220 000 $. Quelle honte, madame. Je dis à mes amis opposants, n'allez pas au dialogue. Pas de dialogue. Voilà maintenant des petits. On est humiliés. Nous devons remettre notre pays à l'état où il était, à son état initial. Quand Mobutu a pris le pouvoir, vous voyez que de telles choses n'existaient pas. Et il a laissé le pays dans quel état? Non, il a laissé le pays dans un état meilleur. Vous en êtes sûr? Si les gens, voilà le problème. Le mal est venu où? Pourquoi il y a eu la révolution de l'AFDEL si Mobutu était si meilleur? La révolution de l'AFDEL, c'était une histoire de vol pour venir voler au Congo. C'était préparé loin et nous avons les documents. Alors, Mobutu, quand ils étaient à la conférence nationale souveraine, pourquoi ils ont préféré faire 7 ans uniquement pour dialoguer? Des fois aussi, les Congolais et les Congolais, vous devez aussi vérifier. Est-ce que pour dialoguer, il nous faut 7 ans? Les enfants, les gens qui sont venus de l'intérieur, de l'extérieur, sont mariés maintenant aujourd'hui. Des grands garçons, il y en a qui ont tenu des universités avec l'argent de la conférence nationale. Mobutu dit, on va mettre fin à ça, on va aller aux élections. Non, les gens ne voulaient pas parce qu'ils avaient les salaires, ils avaient les émoluments, ils avaient les avantages voulus. Ils ont fait 7 ans. C'est ce que Laurent Désiré Kabila est venu pour les disperser. C'est si je n'accepte pas les dialogues, parce que les dialogues, ça va nous conduire à quoi? Les Congolais m'ont tellement parlé qu'on va rester encore 5 ans en train de dialoguer. Il faut qu'un autre rebelle vienne nous chasser, comme ça, il les chasser parce que moi je ne serai pas là. À ce moment, mais non, c'est pas possible.
Quel est votre pronostic, vraiment en quelques mots, parce que nous sommes en train d'atterrir. C'est vrai que vous avez déjà fait passer votre message, mais votre pronostic pour le match d'aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Quel est votre pronostic? Non, je ne donne pas le pronostic. Pourquoi? J'étais moi-même joueur, mais avec le désordre dans notre pays, comme ça, je ne peux pas pronostiquer parce qu'il y a tellement trop de litiges. Un pays qui a des litiges, c'est difficile pour gagner. La seule fois que j'étais content dans notre pays, à l'entrée de Laurent Désiré Kabila, Burkina Faso 98, si je ne me trompe pas, hein, on a relevé le... 4-4. Ouais. Nous avons pris part. Moi-même, j'ai pris part active. Pendant que j'étais au cachot, au Kazati. Et j'ai traité cela avec le directeur de cabinet de Mutombo Chibal, attaqué à ces joueurs moi-même. Et j'ai fait venir les joueurs d'Anvers, les joueurs de Simba. Il a marqué les billes, nous sommes partis au Burkina Faso. Et même l'argent. Parce que j'ai veillé sur l'argent qui était sorti. Je suis allé voir le ministre Talangay. On a pris l'argent pour envoyer au Burkina. Vous avez vu comment les joueurs étaient motivés. Hein? Là, je me suis expliqué. Impliquez-vous, c'est votre pays. Non, avec ces gens ici, non, il faut les laisser comme ça trébucher. Mais ils doivent foutre comme ça à l'air et puis ils vont partir. Nous allons récupérer la situation. Moi, je vais encore faciliter l'adversaire. L'adversaire, depuis qu'il a pris le pouvoir, il nous a jamais facilité. Surtout mais moi. Qu'est-ce que les joueurs ont à voir? Les joueurs ne sont non, que non, des simples Congolais. Ce sont les ambassadeurs de la République démocratique. Non, nous on les laisse dans cet état. S'ils gagnent, on est content. S'ils ne gagnent pas, nous ne voulons pas donner un quitus à M. Kabila qui est en train de partir. Pour dire que non, il va encore rester. Voilà, il a fait du football. Non, il va toujours vivre de leur façon. On ne souhaite pas la défaite des Léopards. Nous voulons que les Léopards gagnent. Mais avec cet état d'esprit, ils doivent partir avec les dialogues. Il n'y a pas de dialogue, dialogue égale Solomabé. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin donc, de ce magazine Info 7, la rétrospective de la semaine. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission qui passe chaque dimanche. Merci donc à tous mes followers sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres. Merci vraiment pour vos recommandations et suggestions. Cela nous aide à nous améliorer. Merci à toute l'équipe technique de m'avoir accompagné ce dimanche. Merci à Alain Bolikango et à Jiti Bambé à la régie finale, et une fois de plus en tout cas restez branchés sur le programme de Congo Web Télévision et nous nous retrouverons avec le même plaisir le dimanche prochain, Inch'Allah.